Mais aujourd'hui le chapitre de l'otorhinolaryngologie et la stomatologie à l'usage des étudiantes sages-femmes en deuxième année de cursus. Donc on va dire que la sage-femme a un rôle majeur dans l'identification et le dépistage de certaines pathologies, les obstructions nasales du nouveau-né. Donc là, c'est très important parce que c'est une urgence devant laquelle la sage-femme doit savoir réaliser des gestes salvateurs. Donc c'est elle qui peut sauver le nouveau-né. Et aussi, elle doit savoir les malformations des oreilles et des surdités, car leur détection par la sage-femme précocement va permettre une bonne prise en charge, elle sera précoce, et donc ça va donner plus de chances à l'enfant de euh, de, d'avoir une prise en charge adaptée. Alors, on va commencer par les obstructions nasales du nouveau-né. Donc, c'est quoi l'obstruction nasale? C'est une sensation subjective. Subjective, c'est-à-dire que c'est le patient qui la, c'est-à-dire que c'est le patient qui la ressent, de gêne à l'écoulement de l'air. C'est-à-dire quand il respire, il a une gêne à ce que l'air rentre dans la filière respiratoire haute. Donc, qu'est-ce qui est particulier chez les nouveau-nés? C'est que durant les 3 premières semaines de la vie, la respiration du nouveau-né, elle est exclusivement nasale. Il ne respire que par le nez. Pourquoi? Parce qu'il a une anatomie particulière. Donc, vous voyez sur ce schéma que c'est l'épiglotte, quand vous voyez ici, l'épiglotte au niveau du larynx, donc qui remonte très haut, au contact. Là, c'est un adulte, vous voyez l'épiglotte, elle est là, et le palais, il est haut. Par contre, chez le nouveau-né, vous avez le palais qui est au contact directement avec l'épiglotte, donc ça va exclure l'oropharynx, donc de la bouche. C'est pour ça qu'il ne respire que par le nez. Donc vous devinez, si jamais on a un obstacle au niveau du nez, le nouveau-né, il ne pourra pas respirer normalement. Donc, comment ça va se manifester cliniquement? Donc, on a dit que toute obstruction nasale, surtout si elle est bilatérale, va se manifester par un tableau bruyant. D'abord, on va dire qu'il y a une bradypnée inspiratoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bradypnée, c'est que le nombre de cycles respiratoires va diminuer. Et inspiratoire, on voit que la gêne elle est surtout inspiratoire, à l'inspiration. On va voir qu'il y a une cyanose, c'est-à-dire les lèvres qui vont devenir bleues, un tirage sous-mandibulaire. Le tirage, c'est les mouvements exagérés, donc vous allez les voir sous-mandibulaires parce que l'obstacle, il est aussi situé. Et ces signes vont être améliorés par les cris. Pourquoi par les cris? Parce que le bébé, il va ouvrir la bouche grand et on aura un peu de passage d'air. C'est pour ça donc qu'ils seront améliorés par les cris, les pleurs et ils seront par contre majorés par l'alimentation. Donc une sage-femme, devant ces signes, donc la première chose à laquelle elle va penser, c'est une obstruction nasale et elle doit systématiquement faire une aspiration nasale si jamais c'est des sécrétions qui obstruent le nez et mettre en place une canule de Guedel ou bien on l'appelle aussi canule de Maillot et une oxygénation. C'est des gestes qui sont salvateurs. Donc, quelles sont les causes qui vont donner les obstructions nasales chez le nouveau-né? Donc, la cause la plus connue, on va dire, c'est l'atrésie choanale bilatérale. Elle est rare, mais c'est une urgence vitale. Donc, ça veut dire quoi, atrésie choanale? Donc, c'est là où le nez, donc les fosses nasales communiquent avec le cavum. Donc, il n'y a plus de communication, soit c'est une membrane, soit c'est de l'os, donc il n'y a pas de passage d'air. Donc, le diagnostic, comment on le sait? Quand on fait rentrer une sonde nasale, on ne peut pas passer au niveau du rhinopharynx et du pharynx. Et donc, on fait le diagnostic de l'atrésie choanale. Donc, le traitement, il se fait en urgence. Donc, ça va être la mise en place de la canule de Maillot en endobuccal, comme on l'a dit tout à l'heure, pour la respiration. Et on va mettre aussi une sonde bucco-œsophagienne pour l'alimentation de l'enfant.
on va la reperméabilisation, c'est-à-dire on va réouvrir cet obstacle, elle va se faire après analyse de la nature de l'obstacle. Donc, est-ce que c'est une membrane, est-ce que c'est de l'os, par l'imagerie ou mieux par voie endoscopique. Une autre cause, donc c'est la sténose narinaire congénitale. C'est quoi? C'est un rétrécissement de l'orifice des fosses nasales, donc à l'entrée. Vous voyez sur l'écran, donc c'est une obstruction des narines. Donc le traitement, il va être chirurgical par élargissement de l'orifice piriforme en absence d'efficacité des instillations de sérum d'adrénaline. Le sérum d'adrénaline, il va faire que la muqueuse, elle se rétrécit. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ce qui est le cas le plus souvent, il faut passer au traitement chirurgical. Une autre cause, c'est les syndromes de détresse respiratoire de Pierre-Robin. Donc c'est un syndrome, ça veut dire il y a une association de signes. Donc c'est quoi les signes qui sont associés? Vous voyez la photo, c'est une division du voile, donc le voile du palais osseux. Vous voyez là le trou, donc on a une division du voile du palais. Une microgénie, donc vous voyez génie, donc c'est le menton, il est petit. Microgénie, donc menton petit. Donc c'est l'association de ces deux malformations qui va entraîner une détresse respiratoire. Toujours devant une obstruction chez le nouveau-né, on va mettre en place une canule de Maillot et ça va être la chirurgie qui se fera au-delà de 6 mois. Dans ce cas-là, c'est quoi la particularité? C'est que non seulement on a une difficulté respiratoire et surtout le risque de fausse route lors de l'alimentation. On a d'autres signes, d'autres plutôt causes, comme la luxation de la cloison nasale. Par exemple, lorsqu'il y a un accouchement dystocique, on peut avoir une luxation de la cloison nasale. Et dans ce cas-là, il faut faire une réduction de la luxation dès les premiers jours de vie parce que ça va entraîner un problème pour la respiration du nouveau-né. La rhinite inflammatoire du nouveau-né, donc ça c'est quoi? Donc c'est au niveau du nez. Vous voyez là, on parle du cornet et là c'est la cloison nasale. Qu'est-ce qui se passe? On aura une turgescence, c'est-à-dire enflement des cornets qui vont se plaquer contre la cloison nasale et dans ce cas-là, on n'a pas de passage d'air. Dans ces causes-là, toujours on place la canule de Maillot. On tente une décongestion nasale. Comment? On va prendre de l'adrénaline, 1 pour 1000 dilution. On va mettre une goutte 2 à 3 fois par jour. Donc, je vous ai dit que l'adrénaline, elle va réduire la muqueuse, l'épaisseur de la muqueuse et elle va laisser un peu d'espace pour que l'air puisse rentrer. On va parler un peu des fentes labiales, les fentes palatines et les fentes labiopalatines. Donc les trois entités, on les regroupe sous le terme de fente orale. C'est quoi? Ce sont des malformations congénitales qui sont les plus fréquentes de la tête et du cou. On dit que c'est 2,1 pour 1000 naissances. Donc, la fente labiale, comment on la définit? Donc, c'est l'absence de fusion du tissu embryonnaire du visage qui va aboutir à la perte de substance de la lèvre supérieure. Vous voyez ici. Donc, généralement, elle se situe à gauche. Donc, on a le défaut de fusion de la partie gauche et la partie droite. Généralement, je vous ai dit, ça se passe à gauche et donc on a un défaut de fusion. La fente palatine, c'est au niveau du palais. Donc, le palais, c'est le toit de la cavité buccale. Donc, on a absence de substance de la voûte buccale. Aboutissant, je vois le résultat, c'est la communication entre la bouche et le nez. La fente labiopalatine, c'est une association entre la fente labiale et une fente palatine. Donc, je vous ai dit que là, en plus du problème de détresse respiratoire, le risque, ce sont surtout les fausses routes. Donc, les points importants à retenir en matière d'obstruction nasale chez le nouveau-né. Donc, première des choses, ce sont des urgences. Elles se manifestent par une détresse respiratoire. La sage-femme doit systématiquement faire un passage de sonde à travers les couanes pour éliminer une atrésie couanale.
En plus de l'aspiration en cas d'obstruction nasale, il faut mettre en place la canule de Mayo. C'est arrivé plusieurs fois et ça a été le geste salvateur donc pour sauver les nouveau-nés. Donc elle va permettre la respiration, le temps de faire un bilan étiologique et de corriger directement le problème. Maintenant, on va passer aux malformations de l'oreille et de la surdité. Donc, je vous ai dit que la sage-femme a un rôle important parce que quand elle se rend compte en salle de travail que le nouveau-né a une malformation de l'oreille, c'est elle la première à parler aux parents et à les conseiller. Surtout que les malformations de l'oreille sont importantes à identifier pour deux raisons principales. La première des choses, c'est que la fonction de l'oreille, c'est l'audition. Donc, ça peut entraîner une baisse de l'audition, voire une surdité, dont le retentissement sur l'apprentissage est très important. Pour commencer à apprendre, il faut que le nouveau-né, puis l'enfant, il l'entende. Et on a aussi des malformations qui sont associées. Quand on a une malformation de l'oreille, généralement, on peut trouver dans des syndromes d'autres malformations d'autres organes. Donc, le fait de trouver une malformation d'oreille, on va chercher les malformations des autres organes avant que ça soit manifeste. Donc, c'est pour ça que c'est important à connaître. Donc, on va faire un petit rappel anatomique. Donc, l'oreille, elle est composée de 3 parties. L'oreille externe. Donc, l'oreille externe qui est faite par un pavillon. Le pavillon, c'est ce qu'on voit en dehors, donc il est appendu à la face latérale de la tête. Et on a le conduit auditif externe. Ensuite, on a l'oreille moyenne. Donc l'oreille moyenne, c'est derrière le tympan. Elle présente des osselets. Et puis, on a l'oreille interne, en dedans de l'oreille moyenne, et qui est, donc c'est surtout la cochlée, qui contient des cellules sensorielles avec lesquelles on entend. Donc les malformations, elles peuvent toucher quelle que soit la partie de l'oreille. Donc, elle peut toucher l'oreille externe, moyenne, interne, ou bien elle peut être associée. Elle peut toucher l'oreille externe et l'oreille moyenne et l'oreille interne. Donc, ça peut toucher n'importe quelle partie. Donc, quelques exemples de malformations du pavillon. Donc, là, comme vous voyez, on appelle ça, c'est l'oreille en cornée. Là, comme vous voyez, on va voir on parle de microtie, c'est-à-dire l'oreille, elle est petite. Et là, on parle de bourrelet, donc bourrelet chondrocutané. Donc, il y a autre chose qui est importante, surtout pour ce qui est des sages-femmes, vous allez le voir à l'examen du nouveau-né en salle de naissance, c'est toujours chercher la base d'implantation des oreilles. Qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de l'angle externe de l'œil, on trace une ligne. Normalement, pour une oreille normale, l'oreille, elle s'implante à ce niveau-là. Quand on a une implantation basse de l'oreille, on cherche aussi la trisomie 21. Là, comme vous voyez, donc on parle de enchondrome ou là de tubercule prétrachien. Donc, devant la présence de ces malformations, une sage-femme doit orienter les parents vers un spécialiste ORL. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure, pour faire le bilan auditif et rechercher une malformation associée. Par exemple, on a un syndrome qui est assez fréquent, on l'appelle le syndrome Charge. Charge, pourquoi? Donc, ça associe le C pour colobome. Colobome, c'est une anomalie au niveau de l'œil. Le H, c'est heart, c'est le cœur, donc cardiopathie. Le A pour atrésie choanale, dont on a parlé tout à l'heure. On peut avoir un problème de l'oreille et une atrésie choanale. Le R pour retard de croissance, hypoplasie génitale et malformation de l'oreille. Maintenant, on parle de la surdité. Qu'est-ce que ça veut dire une surdité? Donc, c'est un état pathologique de l'audition caractérisé par une perte partielle ou complète de la perception du son. La gravité, dans ce cas-là, si elle n'est pas diagnostiquée, je vous ai dit que c'était le retentissement sur l'apprentissage de l'enfant. De façon idéale, tous les nouveau-nés doivent faire l'objet d'un dépistage de la surdité. Sauf que, donc dans certains pays, ça se fait systématiquement. Chez nous, ça sera que des enfants qui présentent des facteurs de risque de surdité sévère ou profonde qui seront dépistables à la naissance. Quels sont les facteurs de risque?
Donc, soit on a des signes d'appel carrément, on a un bébé donc avec absence de réaction à la voix, au bruit qui est remarqué par l'entourage. Par exemple, on a le bruit de la cocotte ou bien quelque chose qui tombe par terre et l'enfant ne réagit pas. L'absence de diversification du babillage à 9 mois, de syllabes redoublées à 12 mois et de mots à 15 mois, c'est-à-dire c'est un retard de langage, c'est normal. Un enfant qui n'entend pas ne peut pas parler. L'enfant qui est agité, enfant qui est absent, distrait, qui est silencieux. Donc toutes ces anomalies doivent faire un dépistage à l'enfant. Pour ce qui est des facteurs de risque, donc c'est surtout, donc nous, dans ce cas-là, ça va être les rhinopharyngites ou les otites à répétition, trisomie 21, les fentes labiales ou palatines, les malformations de l'oreille externe ou crânio-faciale, un poids de naissance de moins de 1,5 kg, une détresse respiratoire néonatale, une infection congénitale materno-fœtale, un ictère néonatal, des méningites bactériennes, traumatisme crânien, prise de chimiothérapie ou d'aminosytes et des antécédents familiaux de surdité. Donc, devant ces cas-là, il faudrait faire un dépistage. Donc, en conclusion, la sage-femme a un rôle déterminant en identifiant certaines situations à risque pour le bébé. Dans le cadre de l'urgence, pour les détresses respiratoires dues aux obstructions nasales. Et dans le cadre fonctionnel, en identifiant les situations qui doivent amener les parents à explorer leur enfant dans le plus bref délai. Donc, ce sont les malformations des oreilles et les surdités. Je vous remercie de votre écoute. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser au niveau de la boîte mail. C'est Namani, comme c'est écrit. Voilà, donc c'est l'adresse mail. Vous pouvez poser vos questions, on vous répondra. Merci.